Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et quand je dis ce matin, c'est vraiment au sens littéral, parce que pour moi, il est 3h30 du matin, puisque je suis arrivée du Canada hier. Mais Madame Levert étant extrêmement convaincante, elle m'a dit que ça ne poserait aucun problème. Donc j'espère simplement que si vous avez le sentiment par moment que mes propos ne sont pas aussi articulés qu'ils devraient l'être, eh bien vous mettrez ça sur le compte du décalage horaire. Vous me direz que c'est une excuse un peu facile. Alors, oui, ravie d'être avec vous. Pourquoi ? Parce que c'est une belle opportunité de partager avec vous un certain nombre de résultats, de réflexions issus de travaux de recherche qui effectivement ont abouti... Attendez, on va trop vite là. Vous voyez, décalage horaire, je ne sais même plus utiliser le bouton pour avancer, pour reculer. Donc, ravie d'avoir cette occasion d'échange. Alors, et puis un petit peu de stress aussi, hein, parce que pendant les 20-25 minutes de mon intervention, vont s'échanger dans le monde à peu près 3,7 milliards de mails, 7 millions de tweets, il y a 62 millions de personnes qui vont cliquer sur un like. Et donc, quand on parle de métamorphose des managers, on n'en a pas encore énormément parlé, mais je pense que ça fait partie des sujets que vous allez aborder. On est clairement dans un environnement qui a changé et qui a changé avec l'arrivée du numérique. Alors, ce qui me fait très plaisir, c'est que nous avons connu avant. La plupart d'entre nous. Je ne vois pas trop de digital native, je n'en fais pas partie non plus. Mes étudiants me regardent avec des grands yeux quand je leur explique que j'ai connu le monde sans iPhone. Pour eux, c'est limite la préhistoire. Mais on a connu des choses avant, et ce qui se passe aujourd'hui, très clairement, on est en train encore de digérer cette transformation numérique. On est en train d'arriver dans l'intelligence artificielle. Les choses vont très vite. C'est un sujet qui a déjà été abordé par Monsieur Le Goff juste avant cette présentation. Et ça pose d'énormes difficultés dans l'exercice de la fonction managériale. Alors, moi, je me suis dit, dans le livre dont je vais vous parler très, très rapidement, on a plutôt des exemples d'entreprises privées. Donc, c'est vrai que travaillant à l'ESCP Europe, je suis davantage en lien avec le monde privé. Mais finalement, quand j'écoute, j'entends que vous avez des missions en pleine transformation, qu'il va falloir comprendre les changements, et non seulement les comprendre, mais savoir les expliquer, qu'il va falloir identifier les compétences, former, accompagner, développer ces compétences, qu'il va falloir encourager l'innovation par de nouvelles organisations du travail, et que tout ça doit se faire beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Eh bien, je vous assure que je serai devant des entreprises du CAC 40, on serait probablement autour des mêmes thématiques. Alors, là, j'espère que... Oui. Donc... l'idée de ce livre, en fait, que nous avons publié aux éditions Pearson en février, c'est vraiment une manière d'engager le dialogue, d'engager les dialogues avec les managers, qu'ils soient dans le privé ou dans le public, autour de 3 niveaux d'analyse qui nous ont paru relativement, comment dire, pertinents, quel que soit le poste qu'on puisse occuper, quelle que soit l'organisation dans laquelle on puisse les occuper. Le premier, c'est finalement quelles sont les compétences qui vont être nécessaires dans ce nouvel environnement. Alors oui, bien sûr, un manager va toujours devoir motiver ses collaborateurs, les faire évoluer, les développer, les former, etc. Mais dans ce livre, on s'intéresse à 3 nouveaux types de compétences. Les compétences numériques, les compétences d'agilité et les compétences de design thinking. C'est-à-dire qu'on rajoute quelque part une couche au manager, mais dans un objectif vertueux qui est au contraire de l'aider progressivement à assumer toutes ces nouvelles responsabilités qui lui tombent sur les épaules. Aujourd'hui, on est face à une surcharge mentale des managers dans tous les environnements qui fait que globalement, la pression est telle, les pressions de l'environnement sont telles, l'accélération est telle qu'il est temps de reposer les choses pour trouver des compétences qui vont les aider dans leurs activités. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, on s'est posé la question de oui, mais où ces nouvelles compétences ? Vous savez aussi bien que moi que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on peut travailler dans beaucoup de jobs, à peu près n'importe où, pas dans tous les jobs, mais dans beaucoup de métiers, on peut travailler à peu près n'importe où. Et du coup, la question du lieu se pose, c'est-à-dire que si je peux travailler de manière efficace n'importe où, pourquoi est-ce que je viens encore au bureau ? Et dans cet ouvrage, on a essayé d'identifier des organisations de travail, des organisations physiques de travail, qui vont justement contribuer à la fois à l'innovation et au bien-être au travail. Et je reviendrai dessus rapidement. Et puis, il y a un troisième aspect qui est vraiment l'aspect du collectif. Alors, quand on parle de collectif, vous allez voir que je parle de collectifs très différents. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les collectifs autour de travailleurs, de personnes qu'on encadre. Mais aujourd'hui, vous allez aussi bien encadrer des gens qui physiquement ne sont pas avec vous et encadrer des gens qui sont près de vous, mais qui sont contractuellement loin de vous. Donc, on a quand même de vraies modifications de ce point de vue-là
en matière de relations au collectif. Et puis le collectif aujourd'hui, potentiellement, ce sont aussi les plateformes, les intelligences artificielles, les robots, les équipes dispersées. Donc la notion de collectif, elle est vraiment à repenser et à retravailler. Alors, ce livre, il fait 220 pages. C'est 1 an et demi de boulot. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, on présente bien des thèses de doctorat en 180 secondes. De quoi se plaint-elle? Mais je trouve que cet exercice un peu à la fois frustrant, et c'est bien pour celui qui l'a écrit que pour ceux qui l'écoutent, qui consiste finalement à vous résumer tout ça à toute vitesse en un quart d'heure, n'est pas l'angle sous lequel j'ai souhaité aborder cette journée. Cela dit, c'est jouable. Hein. En un tweet, 140 caractères. Moi, j'appelle ça la pensée rétrécie. Hein. Donc, on voit bien qu'on est face à des nouveaux vocabulaires, des nouvelles manières de s'exprimer, des nouvelles manières de fonctionner et d'interagir. Moi, je reçois des textos aujourd'hui. Je vous avouerai que la moitié des textos, je suis obligée de les lire à haute voix pour comprendre exactement ce qu'on est en train de me dire. Hein. Je suis avec un S et un 8. Hein. Au début, je n'avais pas compris que c'était pour éviter d'écrire UIS, qui est quand même extrêmement fatigant. Donc, oui, des nouveaux langages, des nouvelles difficultés. Alors, finalement, il y a un certain nombre de points, d'idées reçues. J'ai articulé ma présentation autour de 5 idées reçues sur lesquelles je voudrais revenir avec vous. Alors, la première, c'est la disparition du travail. Alors là, depuis le temps qu'on nous le dit, le travail va disparaître, puis alors pas que le travail. Hein. Le travail, les managers, la fonction RH. Hein, je pense que depuis 20 ans que j'enseigne, j'attends toujours les disparitions. Hein. Et ce que j'aime le plus, c'est quand j'ai un nombre de managers qui se lèvent en applaudissant, en apprenant qu'ils vont disparaître. Là, il y a des moments... Pour le moment, on n'en voit pas tout à fait les prémices. Je ne suis pas en train de dire que les choses vont changer, mais il est clair que les innovations qui sont en cours sont de grande ampleur. Il est clair que ça va très vite. Il est clair qu'on est face à une automatisation qu'on a probablement plus connue depuis le monde industriel. Pour autant qu'il y ait transformation et métamorphose, oui. Qu'il y ait disparition, je suis plus perplexe. Je vais vous donner un exemple. Le courrier électronique. Vous savez, tous ces espèces, je vois des iPhones sur les tables, etc. Toute cette merveilleuse capacité que vous avez de faire 2 choses à la fois. Quand le courrier électronique a été créé, il avait pour objectif d'arrêter les réunions. Ça a marché. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous pouvez consulter vos courriers électroniques avant la réunion, le matin, répondre aux urgences, arriver en réunion. Si vous avez de la chance, vous allez aussi pouvoir y répondre pendant la réunion. Et si vraiment vous avez de la chance et que votre réunion est toute la journée, le soir, vous allez pouvoir poursuivre. Donc on voit bien que par moment, on imagine des disparitions et qu'en fait, on a des empilements. Et c'est comme ça qu'on arrive à des questions de surcharge mentale. Alors je disais que finalement, les choses évoluent. Moi, j'identifie 3 changements majeurs. En fait, je peux le voir là. Excusez-moi, je me retourne de temps en temps, mais c'est toujours des décalages horaires. Premier changement, c'est ce qu'on a appelé la mondialisation des systèmes productifs. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? On a toujours eu, de par le monde, des commerciaux, du mouvement, des entreprises. Alors, vous allez me dire des entreprises virtuelles. Oui, moi, je suis désolée, mais quand vous regardez l'Empire romain ou l'Église catholique, on a déjà du management à distance. Mais quand je parle de mondialisation des systèmes productifs, c'est vraiment la logique d'avoir des systèmes, des fonctions recherche et développement, des fonctions d'innovation qui ne sont plus agrégées en un seul et même endroit. Et ça, c'est dans un registre très clair, qui est de se rapprocher au maximum de ses clients ou de ses usagers. Ça nous donne des organisations complexes. Alors là, j'ai de la chance, j'ai trouvé une espèce d'organigramme qui est encore compréhensible. La plupart du temps, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous demandez à quelqu'un de vous expliquer simplement l'organigramme de son entreprise, il a un regard tout à fait malheureux et il essaye de vous expliquer comment il y a une articulation parfaite entre le secteur, sa fonction, la géographie, son métier, et puis par-dessus les 3 projets. Donc il y a un manager que j'ai rencontré, il avait eu 21 managers pendant une année. 21 managers, ça laisse songeur. Donc on a aussi une complexité des organisations qui est en lien avec cette mondialisation. Et bien sûr, rien de tout ça n'aurait été possible et tout ça s'accélère via la technologie. Alors, nous, on centre beaucoup sur le numérique et l'intelligence artificielle,
mais bien évidemment, l'imprimante 3D, la robotique, la biotechnologie font également leur apparition et transforment fondamentalement le travail dans les organisations. Aujourd'hui, on parle d'industrie 4.0. Très clairement, on voit que les choses ont évolué. Alors, 3 conséquences clés. La première conséquence, c'est cette remise en cause de quelque chose d'absolument fondamental, qui est que globalement, moi, pour être manager, ou la manière dont j'avais envisagé ce travail, eh bien, c'était quand même un partage de lieux, de temps et d'action. Et alors là, ça nous vient d'où? Ça nous vient de l'usine, hein, parce que c'était compliqué à la chaîne de ne pas démarrer au même endroit, avec le même objectif, dans le même espace-temps. Là, je vous ai pris l'exemple d'une vidéoconférence. Donc la vidéoconférence, typiquement, on va être à distance géographique et peut-être à distance temporelle. Il est possible que les gens en face de moi soient en fait autour de 8 heures du matin, alors que pour moi, il est 4 heures de l'après-midi. On n'est pas tout à fait dans les mêmes registres. Et puis, bien évidemment, il y a le télétravail, dont nous parlerons également. Mais ça pose question aux managers. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que pour beaucoup, la discipline salariale, c'est d'abord du temps passé dans un lieu. Et donc, si j'échappe au temps et au lieu, quelque part, j'échappe à la discipline. Et moi, c'est comme ça que j'interprète la difficulté qu'a eu pendant longtemps le télétravail à se développer en France. La deuxième partie, c'est transformation, disparition, émergence de métiers, de compétences. Alors là, on a de tout, hein. On vous annonce qu'on va créer 2,3 millions d'emplois aux États-Unis grâce à l'intelligence artificielle, mais en même temps, on va en détruire 1,8. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on vous annonce plein de prédictions, mais il n'y a jamais personne qui revient 20 ans plus tard pour vous dire finalement, j'avais prédit ça et je me suis trompé. Hein, je trouve que les prospectivistes, ils ont beaucoup de chance de ce point de vue-là. Alors, plus ils mettent tard, mieux c'est. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on est en 2018. Si je vous dis, en 2100, il se passera ça, il y a peu de probabilité que quelqu'un vienne me chercher sur mes prédictions. Hein. Donc, je trouve qu'ils ont un métier plus facile. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est le développement de toute cette économie du partage d'un côté, donc partage, Airbnb, Blablacar, etc. Et puis de l'autre, ou encore, hein, en fonction de comment on l'aperçoit, du travail à la tâche. Parce que on a tendance à nous présenter l'économie du partage, l'économie de plateforme comme un endroit merveilleux, libérateur, où les gens deviennent tous des auto-entrepreneurs. C'est leur choix, c'est évident. Quand vous regardez d'un petit peu plus près, on n'est pas tout à fait sur la même population, selon qu'on est un designer qui travaille chez Malte, c'est-à-dire une plateforme où, en gros, on vous paye de plus en plus cher en fonction des compétences établies, ou si je suis sur Deliveroo en train de vous délivrer une pizza le plus rapidement possible, parce que si je ne vais pas assez vite, votre pizza sera froide, et ça va porter atteinte à mon évaluation et potentiellement à ma possibilité d'avoir d'autres commandes. Donc on a quand même des transformations qui ne sont pas que dans le monde du salariat, qui sont aussi par rapport à toutes ces nouvelles formes d'organisation. Et on voit bien aujourd'hui qu'on peine à imaginer quel type de contrat, quel type d'aménagement par rapport à ces différentes populations. Alors des fois on dit il va falloir les requalifier en salariés. Bon, on peut imaginer ça effectivement. Et puis par moment c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ce travail? Vous voyez, le travail ne disparaît pas, mais la vision qu'on avait du travail est clairement en train de changer. Alors, une autre idée qui plaît beaucoup, c'est l'idée que du numérique abolit la distance. Hein. Parce que comme on est tous connectés, qu'on soit à distance géographique ou pas, ça pose aucun problème. Puis là, je vais tester ma capacité à retenir votre attention. Et je vais vous demander, à votre avis, vos collaborateurs sont à distance, ça va avoir un impact sur votre relation à partir de combien? À partir de quelle distance? Est-ce que 10 mètres, c'est important? 30 mètres? 100 mètres? 10 km? Qui dit 10 mètres? Levez la main. Ok, quelques-uns. Qui dit 30 mètres? C'est plutôt de ce côté-là. Les 10 mètres sont ici, les 30 mètres sont là-bas. 100 mètres. Ok. 10 km? Un petit peu plus. 300 km? 5000 km. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est très dévarié. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai à peu près perdu la moitié de l'auditoire, hein, puisque j'ai au moins la moitié des mains qui ne se sont pas levées. En fait, les petites distances comptent. Elles comptent énormément. Et pourquoi est-ce qu'elles comptent? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est à distance. C'est-à-dire que si je suis dans le même site ou dans le même bâtiment, je pars du principe qu'a priori, je suis à proximité. En fait, je ne suis pas à proximité, je suis déjà à distance. Pensez tout simplement à monter un étage. Est-ce que vous allez monter un étage pour donner une information que vous auriez donnée très facilement dans un couloir? Non, vous ne le ferez pas.
Parfois, c'est juste un angle, hein, juste un coude. Et la moitié des collaborateurs qui sont de l'autre côté avec les bureaux là n'ont pas l'information qu'ont les autres. Donc la distance, elle commence très très vite, ce qui veut dire que quand on est manager, il faut se reposer la question de comment je crée cette proximité avec mes collaborateurs. Et puis, ça se complexifie, parce que les distances, elles se juxtaposent. J'ai la distance géographique, après je vais avoir la distance horaire. Je vous disais que pour moi, il est à peu près, oui, là maintenant c'est bon, il est 4 heures du matin, ça va déjà beaucoup mieux. La distance culturelle, bien sûr, la distance linguistique. J'étais au Québec, je peux vous garantir, alors les Québécois, pour eux, les managers s'appellent des gestionnaires. Quand on soupe au Québec, c'est qu'on déjeune. Donc quand on déjeune, c'est qu'on petit déjeune. D'ailleurs, ils ont raison, hein, parce que déjeuner, c'est sortir du jeûne. Donc ça devrait être le petit déjeuner. Mais quand un Québécois vous dit on se retrouve pour le déjeuner, méfiez-vous. Vous ne pourriez pas être tout à fait en ligne avec l'horaire qu'il a en tête. La distance organisationnelle. Je gère une équipe dispersée, j'ai 1 ou 2 personnes à distance isolées, j'ai un collectif, plusieurs collectifs isolés, je ne vais pas du tout mettre en place le même type de fonctionnement. La distance technologique. Bien sûr, tous les outils fonctionnent merveilleusement bien, nous le savons dès que nous faisons une vidéoconférence. Et le temps que nous pouvons perdre à nous échanger des courriers électroniques pour essayer de trouver une date, etc., nous laisse penser qu'éventuellement, nous ne sommes pas encore complètement agiles dans notre manière d'utiliser ces différents outils. Et puis, il y a une dernière distance qui, moi, me paraît fondamentale, qui est la distance que je qualifie de psychologique. Ça, c'est la distance que j'ai mentalement vis-à-vis de vous. Si nous avons toujours travaillé ensemble, ça fait 10 ans qu'on se connaît, et vous partez au Japon, il y a une bonne probabilité qu'on se sente relativement proche. Par contre, si vous travaillez dans le bureau à côté du mien, mais que nous n'avons absolument rien en commun, en matière de culture, en matière de formation, en matière de référence, eh bien, il y aura de facto une distance psychologique qui va s'exercer entre nous. Alors, une autre idée, c'est qu'il n'y a plus besoin de bureau. Hein, puisque le travail, vous savez, c'est plus ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, pardon, ce n'est plus un endroit où on se rend. Hein. Alors ça fait 10 ans qu'on nous dit il n'y a plus besoin de bureau. En règle générale, on vous annonce ça avant de lancer un grand programme de télétravail et d'envoyer une partie de la population dans Paris, en dehors de Paris. Donc, je vois beaucoup d'organisations expliquer que c'est le moyen d'être un peu plus flexible. Attention, hein, je parle de vraiment travailler à l'extérieur du bureau. Je ne parle pas du travail en débordement. Le travail en débordement, c'est celui où vous êtes au bureau pendant la journée et en plus, vous travaillez chez vous le soir. Ça, ce n'est pas du télétravail, c'est du travail en débordement. Donc oui, bien évidemment, le travail, pour beaucoup d'entre nous, c'est de plus en plus quelque chose que je fais et de moins en moins un lieu où je me rends. Mais pour autant, est-ce que je n'ai pas encore besoin d'un lieu ? Et quand on regarde au niveau du management, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le management à distance, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « mais je ne peux pas en faire parce que le management, ça ne se fait pas à distance, ce n'est pas possible ». 15 ans plus tard, on se rend compte qu'on peut aimer ça ou ne pas aimer ça, on n'a plus vraiment le choix et il va falloir effectivement développer des compétences autour de ça. Quand vous regardez les difficultés qui se passent en matière de management en fonction des différents types de situations de travail, c'est assez fascinant. Parce que le télétravail à temps partiel, et je peux vous dire, moi je travaille dessus depuis plus d'une dizaine d'années en qualitatif, en quantitatif, en France et aux États-Unis, télétravail à temps partiel ne pose pas de difficultés majeures en matière d'organisation de travail, en matière d'appréciation de la performance, en matière de communication, en matière de lien social, etc. En revanche, plus vous vous éloignez du point de vue horaire, géographique, culturel, c'est-à-dire plus vous allez vers des équipes virtuelles, c'est-à-dire des gens qui sont censés collaborer à distance autour d'un projet, plus les challenges deviennent élevés. Et alors là, c'est là où on voit qu'on est vraiment dans le domaine des représentations, en tous les cas dans le secteur privé, parce que les équipes virtuelles, elles existent de partout, ça ne pose aucun problème, mais quand vous parlez de télétravail à temps partiel, moi j'ai des personnes qui me disent « oui, mais alors Emmanuel, comment est-ce qu'on est sûr que cette personne va quand même faire 35,75 heures ?» Je dis, mais non, mais c'est toute l'idée du télétravail, c'est que normalement, vous ne devriez plus être sur ces registres-là, vous devriez être sur des registres de management par objectif. Alors, management par objectif, vous allez me dire, c'est pas nouveau non plus. Non. Mais si c'était si simple, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui pour mettre en place le télétravail. D'après la Fondation Concorde, on estime quand même à 6,7 millions le nombre d'actifs en France qui pourraient télétravailler à temps partiel. Et vous verrez, enfin, si vous avez un jour envie de lire l'ouvrage, que les chiffres sur le télétravail, en fonction de qui parle et de ce qu'on mesure, sont assez extraordinaires. Alors, ce qui me semble important, c'est que qui a envie d'aller au travail si le travail, le lieu de travail, ça ressemble à ça? C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus personne, plus grand monde. Ce qu'il faut voir que globalement, quand on va au travail, on y va pour 2 raisons principales. On y va pour avoir des interactions sociales avec ses collègues, qui restent absolument déterminantes.
Et on y va pour avoir des informations, pour être plus productif, pour accéder rapidement à la connaissance dont on peut avoir besoin. Le plus important dans tout ça, c'est clairement de pouvoir choisir. Vous avez une enquête récente de Steelcase qui dit finalement 88% des personnes fortement engagées dans leur organisation peuvent choisir l'endroit où elles travaillent. C'est-à-dire que le plus important, c'est peut-être pas de télétravailler tel jour ou tel jour, c'est peut-être tout simplement d'avoir une certaine souplesse dans l'organisation de son lieu de travail. Et quand on sait qu'aujourd'hui, au niveau mondial, d'après Gallup, on n'a que 15% de la population salariée qui est activement engagée, trouver des moyens de réengager ses collaborateurs, ça me semble être un point essentiel du travail des managers. Alors là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le temps s'accélère, vous êtes d'accord? Ça va de plus en plus vite. Là, je regarde, il est 10h06, je me donne encore 4 minutes parce que je démarrais un petit peu en retard. Enfin, tout va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que les journées font toujours 24 heures. Non, je sais que c'est un scoop. Les semaines font toujours 7 jours. Les mois, oui, bon d'accord, 28 à 31, vous me voyez venir, je m'arrête là. Mais ce qui se passe, c'est pas tellement que le temps s'accélère, c'est que notre rapport au temps est devenu complètement fou. Il est devenu complètement fou parce qu'on s'est installé dans une espèce d'urgence permanente qui est amplifiée par les outils du numérique, la pression, le multitâche. Et donc on est de moins en moins efficace. C'est-à-dire qu'une réunion qui aurait pu être très rapide, et dans le livre on essaie d'expliquer quel type de réunion peut fonctionner de manière un petit peu plus agile, va durer beaucoup plus longtemps parce qu'en même temps que la réunion, je vais regarder mes mails un petit peu quand même, je vais répondre à quelques urgences, etc. Et à chaque fois que je me remets dans la réunion, ça va me prendre du temps. Et ça va me prendre beaucoup de temps. À chaque fois que vous laissez tomber une tâche pour démarrer une nouvelle tâche et vous revenez à votre tâche, vous avez perdu 20 à 30% de temps et d'énergie pour vous refocaliser, pour vous recentrer sur ce que vous étiez en train de faire. Donc là, on a clairement un problème collectif qui n'a pas grand-chose à voir avec les technologies en tant que telles, mais plutôt avec notre manière de la traiter. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait peu de chances de demander à une assistante « Écoutez, est-ce que vous pourriez me photocopier 250 slides en 40 exemplaires et les mettre dans les bannettes courrier pour que tout le monde les ait lus pour demain matin pour la réunion ?» Il y a de fortes probabilités que cette personne me regarde en disant « Écoute Emmanuel, tu t'y prends à l'avance, et puis c'est ridicule, et puis ça ne fonctionnera pas comme ça. » Mais avec le numérique, c'est possible. Hein? Tout est possible. Et donc l'infobésité, clairement, est un souci que nous avons aujourd'hui à traiter en tant que manager, en tant que prof, en tant que collaborateur. Comment fonctionner mieux avec ces outils qui sont là? Autre problème que nous avons, c'est la séparation des temps privés et professionnels. Alors, il y a une citation, je suis désolée, l'auteur ne me revient pas, mais que j'aime beaucoup. C'est « La révolution informatique fait gagner un temps fou aux hommes, mais ils le passent avec leur ordinateur. » Donc voilà, donc on est dans cette logique, il faut toujours gagner du temps, mais alors gagner du temps pourquoi? C'est beaucoup moins clair. 20% des Français ouvrent leur téléphone portable en se levant. 23% des Français le consultent moins de 5 minutes avant d'éteindre la lumière pour se coucher. Nous avons aujourd'hui des études scientifiques de très haut niveau qui sont en train de regarder l'impact de ces outils numériques sur les taux de fécondité des pays. Parce que quand votre dernière personne avec qui vous parlez, c'est potentiellement votre manager ou votre collègue, bizarrement, il ne se passe pas toujours la même chose. Mais bon, je vous donnerai les résultats de ces études dès qu'ils sortiront. Alors les parents demain, est-ce que c'est ça? T'as mis ton blog à jour, t'as souhaité bienvenue à tes nouveaux followers, t'as envoyé ta newsletter. Enfin, ça nous interpelle aussi au niveau de qui nous serons demain. Et le dernier point, c'est les managers vont disparaître. Alors je disais que le travail va disparaître, la fonction RH va disparaître, les managers vont disparaître, etc. Il va falloir clarifier et démythifier tout ça. Parce que finalement, si on est sur un registre où on dit que les managers doivent disparaître, ça va poser d'énormes problèmes par rapport à tous les chantiers que M. Le Goff abordait, qui sont d'acculturer au changement, de développer les compétences, de former, etc. Et au jour d'aujourd'hui, une intelligence artificielle, aussi sympathique soit-elle, et même si elle est en capacité, comme on a pu le voir, de téléphoner pour prendre rendez-vous chez un coiffeur, c'est pas encore pour autant que vous allez forcément lui donner ce type de responsabilité. Alors vous avez des nouveaux métiers qui arrivent dans le dictionnaire du futur des métiers de demain, où on a le numéropathe. Le numéropathe, c'est le praticien spécialisé dans les dommages dus à l'abus du numérique. Donc oui, on va avoir des nouveaux métiers, c'est clair. Et moi, je vous dirais plutôt, il faut surtout réfléchir à l'évolution des métiers que nous avons aujourd'hui, plutôt que de commencer à fantasmer sur ces espèces de métiers du futur que nous recevons en flot continu, à chaque newsletter ou quasiment. Donc oui, il va falloir plutôt se poser la question, et se poser la question par pays, par secteur, par fonction.
ce ne sont pas les mêmes choses qui vont être touchées, ce ne sont pas les mêmes types d'activités. L'erreur que je vois aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, c'est cette stratégie de l'autruche qui consiste à se dire de toute façon, on ne peut rien faire, tout va être automatisé, donc tout le monde va perdre son emploi, et donc quelque part, j'attends que ça passe et on verra bien après. Non, les métiers se transforment. C'est vrai que pendant longtemps, c'était plutôt l'école blanche, c'est devenu l'école bleue. Aujourd'hui, enseigner, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Demain, est-ce que je serai encore face à une salle de cours? Est-ce que je serai face à un MOOC? Je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, comment acquérir les bonnes compétences? Quels seront les nouveaux emplois? Il va falloir réussir à démythifier tout ça parce que sinon, on part à la catastrophe. Et ça, pour moi, c'est le rôle d'un manager. Alors évidemment, ça va aller avec le fait de former, informer, se former et former ses équipes en continu. C'est fini l'époque où, comme je disais, je vais vous le dire, où on se formait, on travaillait et on partait à la retraite. Ça, c'est un monde terminé. Hein. On va travailler, on va se former en même temps, on aura monté une entreprise. On va travailler et en même temps, on va prendre une sabbatique et développer de nouvelles compétences. Et on voit bien aujourd'hui à quel point les retraités peuvent être actifs. Donc ça me paraît également important. Et quand on parle des équipes, je parle bien de toutes les équipes, hein, parce que c'est les équipes dispersées, et puis c'est aussi ces merveilleux petits robots qui vont effectivement intervenir et qui font tout au pied de la lettre. Alors moi, je dirais qu'il y a une grosse inquiétude aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à leur donner des visages de plus en plus humains, hein, puis empathiques, ils sourient, ils ont l'air contents, voilà, ils vont, et puis rapidement, hein, ils vont sentir que vous êtes heureux, ils vont être heureux, ils vont sentir que vous êtes triste, ils vont vous remonter le moral, enfin tout ce que vous voulez. Sauf que la grosse différence entre le robot, et l'intelligence artificielle et les algorithmes et nous, c'est qu'ils font tout au pied de la lettre. Ils font au pied de la lettre. C'est-à-dire que si vous leur demandez quelque chose, ils vont faire ça. Et les conséquences, ce n'est pas leur problème. D'accord? C'est une boîte noire. Et donc, si on ne démythifie pas tout ça en se disant « mais l'intelligence artificielle est en capacité de traiter tellement de données tellement plus vite que moi », soit, mais une différence entre traiter des données et prendre des décisions. Et donc, nous, le postulat qu'on fait, c'est qu'il va falloir augmenter le manager, lui donner la capacité de travailler avec cette intelligence artificielle, mais en tous les cas, de la comprendre et de la maîtriser. Dernier point, il va falloir être absolument exemplaire en matière de pratique de travail flexible. Donc, un manager, c'est à la fois celui qui se penche sur les métiers de ses collaborateurs, c'est celui qui s'informe et forme et évite cette espèce de paranoïa permanente qui fait que les gens ne se lancent pas dans l'innovation parce que quand vous avez peur, vous n'innovez pas, donc ça c'est une vraie difficulté. Et puis c'est également quelqu'un qui va ouvrir le champ des possibles en matière de flexibilité de travail. Le dernier point, c'est par pitié, méfiez-vous des prophéties. Je vais vous en donner deux et je conclurai mon propos là-dessus. En 1947, le marché mondial des ordinateurs était estimé à 5. 5 ordinateurs dans le monde, ça devrait nous suffire. Qui parle? Le président d'IBM de l'époque. En 1899, un des administrateurs du bureau des brevets aux États-Unis affirme que tout ce qui devait être inventé un jour par l'homme l'avait été. Donc, c'est même plus la peine d'avoir de brevets, parce que tout a déjà été imaginé. Donc, se méfier des prophéties, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Et je terminerai sur cette citation de Joël de Renet, qui nous a fait l'honneur de préfacer notre ouvrage. Plutôt que d'attendre le futur, il faut le construire, parce qu'au moins, il sera celui qu'on voudra qu'il soit. Merci pour votre attention.